Afrique. En chapeau, ce vendredi, l'Union européenne vient de sanctionner 5 personnalités maliennes, parmi lesquelles figure le Premier ministre Choguel Maïga. L'Union européenne, ces sanctions consistent à une interdiction d'entrée sur le territoire européen et on gèle des avoirs. Il sera en outre interdit aux personnes et aux entités de l'Union européenne de mettre des fonds à la disposition de ces 5 personnalités. Kadej Diallo, comment analysez-vous cette situation? C'était bien prévisible. Le musulman, vous savez que le Mali, les autorités de la transition se sont engagées dans une lutte contre la main impérialiste dans la gestion du pays. Aujourd'hui, les autorités militaires sont vraiment à couteau tiré avec la France. Et vous savez que c'est de façon graduelle. Aujourd'hui, quand tu attaques directement la France, c'est que l'Union européenne va réagir. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que les intérêts européens sont menacés du côté du Mali? Bien sûr, vous savez que toute la lutte réside autour de la gestion de la manne, autour des mines. On n'en parle pas assez, mais les pays européens sont investis dans l'exploitation des gisements du Mali. Aujourd'hui, le Mali bénéficie moins des retombées. Et les militaires veulent forcément aujourd'hui mettre en suspens la coopération pour repenser toute la question afin d'aller sur de nouvelles bases. Donc pour ce, il faut d'abord couper le cordon avec la France. D'accord. Et le fait de couper ce cordon avec la France, ça en dit long. L'Union européenne, sachant que si la France aujourd'hui est affectée dans ce processus, il va sans dire que demain ou après-demain, c'est un autre pays européen qui sera aussi touché. Et Emmanuel, est-ce qu'il fallait s'y attendre des sanctions de ce genre, aux sanctions de ce genre, quand on sait que depuis un moment, les relations Mali-France ne sont pas au beau fixe? Je pense qu'il fallait s'y attendre, peut-être même à plus, parce que la dernière escalade concernant notamment le renvoi de l'ambassadeur de France au Mali en disait déjà long. C'était, disons que on est juste encore monté d'un cran supérieur. Mais là-dedans, il y a quand même certains faits qui relèvent de la réalité dont il faut parler. C'est notamment cette crise diplomatique qu'on est en train de voir un peu sous le prisme. Le Mali engage un bras de fer avec la France, alors qu'en réalité, le Mali, on va dire, s'est retrouvé obligé de réagir de la sorte. Quand, par exemple, il a été demandé récemment à l'ambassadeur de France au Mali de quitter le territoire dans 72 heures, c'est cette partie seulement que l'opinion a pu voir et analyser. Mais en réalité, on avait oublié qu'il y a de cela 2 ans, le Mali n'a même pas d'ambassadeur en France. Et que toutes les propositions qui ont été faites n'ont pas été acceptées par la France pour que le Mali puisse avoir un représentant diplomatique de ce côté. Et l'autre volet de la question, c'est surtout la question liée justement à l'exploitation des ressources minières qui sont notamment dans cette partie dans le nord du Mali. Il y a quand même un positionnement géostratégique qui impose aujourd'hui à la France de garder un œil sur le Mali, parce que n'oubliez pas, non loin du Mali, il y a le Burkina Faso qui vient de tomber dans un coup d'État qui est un pays très aurifère. Et non loin du Burkina Faso, vous avez le Niger où la France tire 60% de l'uranium qui sert à son énergie de l'autre côté en France. Donc l'enjeu dans le Sahel est extrêmement élevé pour que la France... est leur point focal. Oui. C'est pourquoi je suis en train justement de parler d'abord de l'entourage, la position géostratégique qu'occupe le Mali, mais surtout le Mali lui-même en tant que pays qui est en quelque sorte une sorte de pont
entre l'Afrique subsaharienne et de l'autre côté le nord, l'Algérie. Exactement. L'Algérie La puissante, Mauritanie, tout ça. la Libye, qu'il ne faut pas laisser s'étendre vers l'Afrique subsaharienne. Donc il y a un enjeu extrêmement important qui fait qu'aujourd'hui, toute position nationaliste qui serait adoptée par le Mali va sonner de l'autre côté comme de la rébellion. Mais au fond, est-ce que c'est de la rébellion? C'est cela aussi la question. Parce que même quand vous regardez du point de vue sécuritaire, les troupes russes qui sont arrivées sur place, c'est vrai, c'est une société privée, mais on fait en sorte de les présenter comme des mercenaires, comme des bandits. En réalité, la Russie est en sécurité. Pourquoi, quand la Russie viendrait aider un pays à être en sécurité, on considérerait que c'est une dégradation de la Surtout situation que c'est à la demande du pays. Voilà, donc il y a tous ces aspects. Maintenant, peut-être que le renvoi de l'ambassadeur de France a été considéré comme un affront. Malheureusement, et c'est ce que la CEDEAO ne comprend pas, ou peut-être ne veut pas faire, parce que vous voyez déjà que d'un côté la France se sent persécutée au Mali, c'est toute l'Union européenne qui se solidarise et qui agit contre le Mali. Pendant ce temps, lorsque le Mali est persécuté par la France, c'est la CEDEAO qui va s'allier pour augmenter cette persécution. Je pense que tout cela est aujourd'hui est en train de participer à affaiblir même l'institution de la CEDEAO elle-même, parce que lorsqu'un pays africain est agressé, en principe, l'unité africaine voudrait qu'on soutienne le pays africain. Mais aujourd'hui, ça risque de ne pas être le cas pour le Mali. Pour une question de solidarité. Je pense que ces sanctions de l'Union européenne, si elles sont transmises tout de suite aux institutions africaines, elles vont les appliquer. Elles vont décider de soutenir l'Union européenne contre le Mali. Alors que de l'autre côté, l'Union européenne soutient la France contre le Mali. En Afrique, malheureusement, on ne soutiendra pas le Mali face à l'Union européenne. On va plutôt soutenir la France face au Mali. Quid de la question de ces sanctions sur la légitimité, disons, de la CEDEAO et de l'Union européenne dans les pays en transition? Aujourd'hui, les institutions sous-régionales, quand même, ont prouvé leurs limites. Je pense qu'aujourd'hui, les États africains vont continuer à s'affaiblir, à s'affaisser du jour au lendemain, parce que le cas du Mali illustre amplement aujourd'hui la faiblesse institutionnelle des États, non seulement, mais aussi des organisations régionales et sous-régionales. Donc le cas malien, il va inquiéter et il va encore s'aggraver crescendo, parce que demain après-demain, il va sans dire que la situation va changer, elle va progresser, elle va aller sous une autre facette, parce que le nationalisme, moi je ne suis pas un nationaliste, mais en l'état, je soutiendrai le Mali. Surtout que depuis un moment, depuis un bon moment maintenant, le discours face à un discours d'un ministre des Affaires étrangères qui qualifie, qui s'attaque directement, farouchement, quand bien ce soit une junte, mais il n'a pas à les qualifier d'irresponsables. C'est trop dire. Moi, aujourd'hui, je pense que la solidarité africaine, elle doit renaître. La fibre patriotique africaine doit être sur la table pour soutenir le Mali, et afin qu'on puisse faire comprendre à l'extérieur qu'en dépit de tout, malgré nous manquons, nous les sollicitons, mais il y a la dignité africaine qu'il faut retentir davantage. Ouais, alors Emmanuel, pendant ce temps en Guinée, c'est le FNDC, l'antenne du FNDC de Ratoma qui fait une déclaration comme celle comme celle de l'Abbé. Est-ce que on s'achemine vers l'implosion de ce mouvement? Je pense que oui, il faut douter. Il faut malheureusement douter, parce que je pense que je le disais même hier dans cette émission. Je disais que le FNDC, l'essentiel du FNDC, c'était Ratoma. Parce que en réalité, le seul FNDC qui a pu mobiliser et effrayer Alpha Condé, c'était celui de Ratoma. Ouais. L'axe, c'est vraiment la puissance de feu du FNDC. Hier, l'Abbé est entré en fronde. On a considéré que pour l'instant, ça n'avait pas un trop grand impact. Mais aujourd'hui, si Ratoma aussi sort du bois pour dire qu'il récuse Fonike Mengue à la tête de ce front, je pense que la question mérite maintenant d'être posée. C'est pourquoi hier, lorsque on a tenté de présenter un peu ce passage de témoin de Abdourahmane Sano à Fonike Mengue comme juste un passage de témoin protocolaire d'un vieux qui cède la place à un jeune. Je pensais qu'il y avait quelque chose qu'on n'a pas peut-être compris. Au fond,
je pense qu'il y a un malaise au niveau du FNDC. Parce que sinon, Et personnellement, je ne vois pas... surprise de ce changement Oui. de coordination Tout le monde s'est dit surpris. Et c'est là où il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi du jour au lendemain? Quelle est l'opportunité de transférer la main? Pour Abdourahmane Sano, en tout cas, quelle est l'opportunité? Quelle est l'urgence? Non, mais il a dit ce matin dans l'émission Mirador qu'il était temps pour lui de céder de la place aux jeunes, puisque tout simplement il a promis cela. Mais il y a une question essentielle dont il faut tenir compte dans cette affaire. Lorsqu'une transition échoue, on se retrouve à tout remettre à zéro. Il se trouve peut-être que là, on est en train d'échouer une transition. Le passage de main entre Abdourahmane Sano et Fonike Mengue, s'il est contesté par l'Abbé et Ratoma, qui sont en réalité, parce que l'Abbé, c'est le fief de l'opposition traditionnellement connu. Ratoma, c'est le fief de l'opposition aussi à Conakry, traditionnellement connu. Donc si ces deux mastodontes du FNDC contestent et disent qu'ils sont surpris du passage de main, ça veut dire au fond qu'il y a eu précipitation. Donc on ne s'est pas préparé à cela. Peut-être que c'était même pas prévu. Donc ça m'amène à penser en réalité où va Abdourahmane Sano après le FNDC. Parce que si c'est pour se reposer tout tranquillement, je pense qu'il aurait préparé cette transition. Mais si elle se fait dans la précipitation, au point où on n'a pas consulté, on n'a pas échangé avec les antennes, et que le lendemain justement on se retrouve à faire face à des contestations de ce genre, ça veut dire que ce travail de précipitation malheureusement risque d'avoir un impact. Parce que si Ratoma se désolidarise, l'AB se désolidarise, je me demande finalement à la tête de quel FNDC Fonike Mengue sera. Kadia, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui, on peut le dire sans se tromper, qu'Alpha Condé est en train de drainer le FNDC dans sa chute? C'est absolument le cas, même si on ne le dit pas. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est tangible. Les faits sont tangibles. Moi, je vais vous dire une chose. La question mérite d'être posée. Quel va être l'avenir d'Abdourahmane Sano? Je ne vois pas. Pour l'heure, il est silencieux là-dessus. Je ne vois pas. Quel que soit ce qu'il dira. Il dit rien de clair là-dessus. Quel que soit ce qu'il dira. Là-dessus. La gouvernance du FNDC reposait sur quelques hommes, dont Abdourahmane Sano. Ce sont eux qui ont pu asseoir les bases. On ne peut pas venir jusqu'au niveau d'une situation face à laquelle il est nécessaire et judicieux de faire une unité d'action pour gérer la transition, qu'il se désolidarise de la gestion de la transition. Parce que le fait de quitter aujourd'hui le FNDC, c'est une façon de il quitte la coordination du FNDC. Écoutez. Il quitte la coordination, il cède la place aux jeunes, il permet aux jeunes il permet la coordination de faire peau neuve en apportant du sang neuf, du sang un peu plus jeune. Ça, c'est juste ce qu'on voit, c'est de façade. C'est l'aspect superficiel de la question. Mais quand on ira tout de suite en profondeur, vous comprendrez qu'il n'y en avait pas de nécessité, il n'y a aucune urgence qui puisse lui permettre aujourd'hui de dire que je quitte la tête, je laisse Fonike Mengue. Mais s'il dit que c'est une promesse, est-ce que la question a été concertée? En tout cas, l'antenne de Ratoma dit être surprise de ce changement. La question n'a pas été concertée. Il s'est levé un beau jour, il a pris la décision. La question n'a pas été mûrie à l'interne. En principe, s'il doit prendre une telle décision, mais libre à lui d'appeler les différentes antennes, se concerter avant de prendre la décision. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de démocratie au sein du FNDC. Le FNDC qui est censé nous administrer l'adrénaline de la démocratie se trouve une unité dictatoriale imposée par Abdourahmane Sano et ses coéquipiers. Je ne vois pas en tout cas aujourd'hui la sincérité des hommes et surtout leur bonne foi à lutter contre Alpha Condé. Ils donnent raison à ceux qui ont dit hier que le FNDC a été une unité montée de toutes pièces
contre Alpha Condé et non pas contre la constitution contre le troisième mandat. Dans sa déclaration, l'antenne de Ratoma se réserve donc du sort de l'ancien bureau pour l'heure. Cette décision sera prise à l'issue de la rencontre du collectif des coordinations du FNDC et sera officiellement observée par les 34 généraux d'antenne de la coordination du FNDC de Ratoma. En tout cas, pour l'heure, c'est serré de ce côté-là. C'est mort. Le FNDC s'en va avec Abdourahmane Sano. Malheureusement, il a décidé de le faire. Moi, je l'accuse pas, mais je ne vois aucune nécessité pour le FNDC de résister à partir du moment où la constitution contre laquelle ils ont lutté n'existe plus. La question liée à une nouvelle constitution est encore en suspens. Il y a pas, le CNT n'a pas été mis en place. Il sera certes installé demain. On saura quelle va être la nouvelle constitution qui sera adoptée ou si c'est la constitution de 2010 qui sera révisée. En tout cas, le FNDC n'a plus sa raison d'exister à partir du moment où on part vers la mise en place du CNT. Et Emmanuel, est-ce que ces guéguerres, finalement, au sein du FNDC, constituent aujourd'hui un coup de pied majeur dans la lutte contre la démocratie? Non, mais je pense que finalement aujourd'hui, on pourrait plutôt se questionner sur l'utilité du FNDC finalement, parce que c'est un front qui a été créé, on le rappelle, contre, pour la défense de la Constitution. C'était la Constitution du 7 mai 2010, et il se trouve que cette Constitution a été d'abord, en premier temps, abrogée par Alpha Condé. Il y a eu des élections, il y a eu une nouvelle Constitution, et derrière la nouvelle Constitution en question elle-même vient d'être suspendue, et on annonce même la rédaction d'une nouvelle Constitution. Donc, je pense que finalement, le FNDC peut-être aurait pu être en hibernation le temps d'attendre la violation de la Constitution qui viendrait derrière. Donc, on est en train malheureusement de constater une chute qui n'a pas, à mon avis, sa raison d'être pour le moment. Et c'est pourquoi je pointe du doigt, en tout cas, ce passage de témoin précipité. C'est comme ça que je le vois. Il est précipité, il n'y a aucune urgence, à moins que, comme je l'ai dit tantôt, et je reste là-dessus. Pour vous, il y a pas d'urgence, mais ce qui est clair pour Abdourahmane Sano et la coordination du FNDC, jusqu'à preuve du contraire, il était prévu de faire la passation, de faire la passation de témoin à un moment donné. Jusqu'à preuve du contraire, la seule raison sur laquelle moi je reste, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'Abdourahmane Sano va ailleurs. Je ne sais pas où, je ne le dirai pas parce que je ne sais pas, mais je pense qu'il va ailleurs. Il n'y a aucune urgence. Le FNDC, de toute façon, est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui comme tel? C'est cela la question. Il ne fonctionne plus comme tel. Mais quelle est l'urgence de renouveler les instances d'un organe qui est en hibernation pratiquement? Donc je pense qu'il aurait pu taire ce problème, parce que aujourd'hui, les conséquences qui sont en train de naître, malheureusement, donnent raison à ceux qui ont pensé, comme l'a dit Kadia, que le FNDC, finalement, c'était contre Alpha Condé, et non pour des valeurs et des principes. Et je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il aurait pu rester en hibernation, attendre qu'il y ait peut-être une autre raison pour lui de se lever. Mais si toutes ces coordinations régionales sont en train de se désolidariser, la conséquence c'est quoi? C'est qu'on risque d'avoir finalement plusieurs prétendants comme coordinateur national, parce que si chacun a son FNDC, surtout que la tentative va exister à un moment donné pendant la lutte contre le oui, mais là, sauf qu'à l'époque, on soupçonnait une main noire des manipulations qui allait plutôt dans le sens de désintégrer le groupe. Mais aujourd'hui, ce sont non, je ne pense pas. Non, il n'y a aucune raison de penser qu'il y a une main noire derrière aujourd'hui. Je crois qu'il y a une crise de leadership, et malheureusement, ce n'est pas la personne de Founike Mengue qui est peut-être contestée en tant que telle, mais c'est la manière par laquelle il est arrivé. La procédure. Et j'imagine que le coordinateur régional de Ratoma va réclamer son FNDC, l'AB va réclamer son FNDC, et finalement, il n'y aura pas d'unité d'action telle que c'était avant, à l'époque où Abdourahmane Sano pouvait par exemple décréter une journée ville morte, et puis toute l'étendue du territoire national était pratiquement à feu.
Aujourd'hui, on est en train d'aller vers un scénario où cela risque de ne pas exister, où l'abbé va se dire, ben, celui qui est à la tête de la coordination nationale, on ne le reconnaît pas, il va donner des instructions, on ne va pas suivre, il va dire sortez dans la rue, l'abbé va dire non, on ne sort pas, ce n'est pas lui qui nous dirige. Donc on est en train d'aller vers ce scénario malheureusement, et si le FNDC perd aujourd'hui de sa légitimité ou de sa vigueur, le moment des grandes actions va arriver, il n'aura plus la force qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il faut, qu'en est-il? Je pense qu'on est en train de rebaptiser les cartes. Aujourd'hui, le FNDC, la seule question qui faille se poser, c'est quel va être l'avenir d'Abdourahmane Sano. Mais ça, il l'a dit et il est revenu dessus. Kadia, pour le moment, je vais insister il ne s'exprime pas là-dessus. Au moment venu, il parlera. Mais ce qui est clair, il a décidé de passer le témoin à la jeunesse. Il y a des dessous. C'est pas une nécessité. Ça, c'est un alibi que tout le monde connaît. Mais c'était prévu selon... Et à la fois, parce que ce matin, moi, j'ai écouté Abdoulaye Moumou sur nos antennes qui dit que c'était prévu dès le départ. Abdourahmane Sano a répété la même chose dans Mirador. Pour être responsable, ce serait mieux d'appeler les acteurs concernés, discuter de la question. S'il s'agissait, il fallait pas attendre. Ce que nous allons faire, il fallait suspendre d'abord l'existence de cette entité avant que le moment là arrive. Nous allons marquer une pause en attendant de savoir ce que pense la branche politique du. Et on revient juste après pour la suite de Talk Politique.